Avec les éléments acquis, se rappeler que la 530 nous indiquait qu'en 600, ce serait la lettre E qui nous aiderait. Le sixième, le E en 600. Énigme 600. Titre, visuel, texte. Le titre, assez abscon à première vue. Almar fait penser à la mer. La fibule de Préneste. Une fibule, c'est une aiguille, mais une recherche documentaire sur Préneste s'impose. Les ténèbres resplendissent. On ira des ténèbres vers la lumière pour que celle-ci puisse resplendir. Le visuel. Visuel totalement circulaire, quant au trait de pinceau. On y voit au premier plan une main gauche qui semble sortir de l'eau, tenant entre le pouce et les autres doigts une énorme clé surdimensionnée qui indique le haut du visuel, sur la droite. Je dirais une direction nord-nord-est. Le visuel présente cette forme circulaire avec, en haut de ce visuel, une lumière jaune avec, à l'intérieur, un visage vaguement esquissé. Le texte. Le texte étant codé avec les 10 premières lettres de l'alphabet, il semble évident que nous devons utiliser le code de la 580 qui donnait à chaque lettre de l'alphabet une correspondance en chiffres. Cela va nous donner une suite de chiffres qui restera à décrypter. Dans le titre, Almar, avec un trait d'union, est une expression de consonance arabe. Par ailleurs, la fibule de Préneste est en fait une fibule sur laquelle a été découverte la première inscription latine connue. Dans le titre, on retrouve l'expression Almar s'allie à la fibule. Il s'agit donc d'un mariage. Cette référence à l'alliance renvoie donc en 530. Enfin, les ténèbres qui resplendissent renvoient manifestement à la lumière, aux occurrences de la lumière, et donc à la 470. Cette expression fait penser à l'électricité, à la phosphorescence, à qui la définition resplendir les ténèbres correspond bien. Ce visuel évoque pour moi un puits. C'est en effet un petit peu l'image que l'on pourrait avoir si nous étions au fond d'un puits et que nous regardions vers le haut. En remplaçant les lettres du texte par les chiffres correspondants enseignés par la 580, nous obtenons une suite de chiffres qui reste totalement obscure à ce moment-là. Le visuel évoque symboliquement un puits. L'alliance, évoquée dans le titre, renvoie en 530 et à la vérité. Ne dit-on pas « la vérité sort du puits » ? Retenons la notion de puits et les homonymies, car nous avons dans notre coffre à éléments acquis Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, préfecture du département du Puy de Dôme. Autre homonymie à retenir, la sous-préfecture du département Puy-de-Dôme, le Puy-en-Velay. Le Puy-de-Dôme, c'est un département qui tire son nom du volcan éteint le plus connu d'Auvergne. Clermont-Ferrand, la ville Michelin, possède deux éléments à retenir. C'est la ville natale de Blaise Pascal et elle possède une cathédrale noire. Le Puy-en-Velay. On y trouve, parmi plusieurs choses remarquables, la commune voisine, avec la chapelle Saint-Michel à Aiguille. Perchée sur son aiguille, ancienne cheminée de volcan, elle porte au sommet une chapelle, dédiée à Saint-Michel, restaurée par Viollet-le-Duc. Le coffre à éléments acquis nous donnait Dinan et son aiguille de pierre. Le fait d'y trouver une chapelle Saint-Michel, venant des énigmes précédentes où nous avons rencontré plusieurs fois Saint-Michel, est un élément satisfaisant pour valider cette partie de la résolution. Les ténèbres doivent resplendir pour nous mener à la solution. Cela veut dire partir des ténèbres, du noir, et aller vers la solution, la lumière, qui resplendira. La lumière, en 470, la solution était la ville de Troyes. Le noir, Clermont-Ferrand, avec sa cathédrale noire, symbolise les ténèbres. C'est donc bien en allant du noir Clermont-Ferrand vers la lumière Troyes que resplendit la lumière, puisque nous retrouvons sur cet axe la basilique Sainte-Madeleine, surnommée la Lumière à cause de son chemin de lumière.
Chose intéressante avec la basilique Sainte-Madeleine de Vézelay, elle présente la particularité de posséder 2 portails d'entrée successifs. Sculptée au-dessus de chacun des portails, une immense représentation du Christ en majesté avec les 2 mains écartées. Or, sur une de ces 2 représentations, la main gauche est manquante. Après le Puy-de-Dôme, département et sa préfecture Clermont-Ferrand, il faut s'intéresser au Puy-de-Dôme lui-même, le volcan le plus célèbre de France qui a donné son nom au département. Il présente 2 caractéristiques à retenir. Le temple de Mercure, découvert à son sommet, qui peut-être abrita la plus grande statue romaine jamais réalisée, selon Pline l'Ancien. C'est sur ce même sommet du Puy-de-Dôme que Pascal mit en évidence la réalité de la pression atmosphérique avec l'expérience relatée dans le traité de l'équilibre des liqueurs entre Clermont-Ferrand et le Puy-de-Dôme, différence d'altitude. Expérience sur la pression atmosphérique démontrant la validité du thermomètre à mercure de Torricelli. Le métal liquide, le mercure, de couleur argent, correspond bien à la définition du titre. Le liquide allié au métal. L'eau du visuel, le métal de la clé, Almar, la mère du titre, et la fibule, en métal. La solution de l'énigme précédente était Cherbourg. 2 choses importantes à Cherbourg. Sa fameuse digue et le fait que cette ville soit le berceau des sous-marins nucléaires. Quant à la péninsule du Cotentin, elle est célèbre, malgré elle, par la présence de l'usine de retraitement des déchets nucléaires de La Hague. Sur ces indications, il apparaît clair que c'est le nucléaire et l'atome qui vont nous donner la clé du codage du texte. C'est l'utilisation du tableau des masses atomiques de Mendeleïev qui va donner le codage. Ce tableau associe un élément, 1 ou 2 lettres d'abréviation et une masse en chiffres à un chiffre, après la virgule. C'est justement le cas de la série des lettres transformées en série de chiffres grâce au codage de la 580, une série de lettres suivie d'une virgule et d'une nouvelle lettre. 138,9 donne sur le tableau LA, 35,5 donne sur le tableau CL, 253 donne sur le tableau ES et 19 donne sur le tableau F. En pratiquant ainsi jusqu'à la fin, on obtient le texte suivant. La clé se cache sur un navire noir perche. Perche, oui, mais le 4, HE, c'est l'hélium, HE, accent aigu. Donc, il faut sans doute plutôt retenir perché. 253, la masse atomique de l'Echténium, s'écrit ES sur le tableau consulté. Il fallut se documenter sur l'Echténium, baptisé ainsi en hommage au physicien Albert Einstein, si faute il y a dans notre raisonnement, ou si au contraire, cette erreur, entre guillemets, doit attirer notre attention. L'étude de sources différentes montre que rien n'est véritablement certain dans ce domaine. Il semblerait que l'Echténium ait eu pour masse 253 en s'écrivant E, puis on l'a écrit ES, puis certains tableaux des années 2000 lui ont donné une masse de 254. Comme le jeu a été conçu de 1972 à 1993, on peut légitimement accepter le E pour l'Einsteinium avec une masse atomique de 253. C'est là que l'on peut remarquer qu'Einstein est un gaucher célèbre, selon la légende. Mais c'est faux, c'est une idée reçue, fausse. Et vous savez que Max Valentin adore les erreurs. Albert Einstein est l'homme qui a donné dans son livre La relativité la fameuse formule E égale mc2. E comme l'énigme, mc 13,3, masse 133, le césium de numéro atomique 55 qui est égal à EE. Il faut donc maintenant trouver la clé et le navire noir perché. L'interrogation perche, perché renvoie à la 530, au mot éternité, noté en majuscule pour justement gommer la problématique E et l'emploi de l'alliance dans le titre qui renvoie au mariage de Louis XIV en 530. Sur le visuel, cette main gauche qui tend la clé semble sortir de l'eau et d'ailleurs la clé doit se cacher sur un navire noir et perché. Cette clé se cache d'après le texte décrypté. Puisqu'elle est cachée, cela signifie logiquement que si elle ne l'était pas cachée, nous pourrions la voir. Le titre et le texte renvoient en 530, l'alliance renvoie au mariage de Louis XIV à Saint-Jean-de-Luz, et la clé, si elle n'était pas cachée, nous serait visible. À Saint-Jean-de-Luz, il y a effectivement un navire noir, et il est on ne peut plus perché.
Cet ex-voto, suspendu dans la nef de l'église Saint-Jean-Baptiste de Saint-Jean-de-Luz, serait un ex-voto offert par l'impératrice Eugénie, femme de Napoléon III, en remerciement de son sauvetage lors d'un naufrage qu'elle aurait fait quelques années auparavant devant Saint-Jean-de-Luz. Il s'agit encore d'une idée reçue abondamment diffusée, et vous savez que Max Valentin aime bien les idées reçues fausses. Il n'y a pas de certitude quant à l'origine de cet ex-voto. Ce qui est certain, c'est qu'il porte inscrit sur son tableau arrière, à la poupe, l'inscription A.S.M. Impératrice Eugénie, à Sa Majesté Impératrice Eugénie. C'est ce fait qui fait penser à plusieurs personnes que l'origine de l'ex-voto soit plutôt un rescapé d'un des nombreux échouages du paquebot à vapeur et voile Impératrice Eugénie, plus tard appelé Atlantique. Impératrice Eugénie fut le premier paquebot transatlantique fabriqué en France. Il appartenait à la Compagnie Générale Transatlantique et il fut fabriqué et mis à l'eau à Saint-Nazaire. Nous avons été amenés à identifier jusqu'à présent le métal liquide, le mercure, avec l'expérience de Pascal pour son traité des liqueurs. Mercure qui à l'époque de Pascal ne s'appelait pas ainsi, mais s'appelait vif argent, l'argent dont le numéro atomique est 47. Identifié également avec Cherbourg, les sous-marins nucléaires, l'atome du Cotentin, l'Einsteinium. En reliant hypothétiquement ce point physique nucléaire, Cherbourg, au point de la physique traditionnelle, le puits de Dôme, on arrive en Méditerranée, approximativement ou précisément sur La Ciotat. Et ce qui est remarquable, la Ciotat, c'est une roche impressionnante appelée le bec de l'aigle. Étant donné que cette énigme demande de remplacer les lettres par des chiffres, nous pouvons constater que bec, ça équivaut à 253, la masse atomique de l'Einsteinium, le E qui domine l'énigme, comme l'ouverture nous l'avait indiqué. La Ciotat, c'est également la ville des Frères Lumière. C'est là que fut tourné le film Arrivée d'un train en gare de la Ciotat. Pour revenir sur la première partie du titre, sur le terme Almar. Almar est écrit avec un trait d'union. Ce trait d'union lui donne un air de mots arabes. En fait, Almar, en espagnol, signifie à la mer. Vamos al mar. Alors, ce trait d'union qui lui donne un petit air arabe, c'est justifié puisque cette énigme nous demande d'allier les lettres latines de la figure de Préneste et les chiffres arabes. 1 et notamment le 0 mis en valeur par 580. Mais qu'est-ce que Almar? Consonance arabe. Bien, si nous devons trouver la solution, c'est que nous avons acquis antérieurement les éléments nous permettant de le faire. Les Arabes, nous les avons rencontrés indirectement, d'une part en 580 avec le pape Urbain IV qui fut patriarche de Jérusalem à la fin de l'époque des croisades, et avec le kiosque oriental du jardin du Rocher de la ville de Troyes qui nous avait été inspiré par le casino mauresque d'Arcachon. Donc il est possible de traduire Almar par les morts. Et cela pouvait être confirmé en 1993 jusque dans les années 95-96, je crois, par un article du dictionnaire Le Robert consacré à la langue arabe, cité comme exemple le mot Almar désignant les morts. Bon, en fait, cela était une erreur. Cet article fut supprimé du dictionnaire Le Robert quelques années après, mais peu importe, ce qui est important de retenir, c'est que Almar, dans cette énigme, signifie les morts. Comme il avait fallu allier les chiffres arabes et les lettres latines, il va falloir maintenant allier les mots d'origine arabe et les mots d'origine latine. Almar, la mer. Almar, les morts. La mer, les morts. Pas facile à trouver, je pense, la solution pour quelqu'un qui n'est pas originaire de la région et qui n'y vit pas. La mer, les morts, pour quelqu'un originaire de cette région-là, c'est simple, c'est l'onde, les morts. La mer, l'onde. Donc la londe, les morts. Dans le cadre du jeu, la Londe les Morts est intéressante. D'abord parce que c'est une ville double. La Londe les Morts s'appelle comme ça puisque, au départ, c'est Monsieur Lemonnier,
Sieur-de-la-Londe, une commune située à côté d'Elbeuf, en Normandie, qui a construit une bâtisse qu'il a appelée le Château de la Londe, en mémoire de son fief d'origine. Le lieu-dit a pris le nom de la Londe, puis c'est devenu une commune indépendante, la commune de la Londe, à laquelle on a ajouté le qualificatif les Maures, puisqu'elle se situe au bord du massif des Maures, de façon à la différencier de la commune de la Londe à côté d'Elbeuf. Elle est également intéressante pour autre chose, d'assez étonnant. En fait, on ne peut pas s'en rendre compte comme ça, mais la carte que j'utilise pour le jeu, qui est une carte donc de France, de façon à pouvoir avec une règle vérifier un peu les alignements, etc. Lorsque j'ai voulu regarder un petit peu ce qui se passait par rapport à la Londe, eh bien, je me suis rendu compte que la carte Michelin que j'utilise ne mentionne pas la commune de la Londe. Une erreur, pas de la Londe-les-Maures, là où se trouve la ville de la Londe-les-Maures. J'ai donc pris une autre carte plus régionale et effectivement, il est probable que la Londe-les-Maures soit une commune importante du jeu puisque finalement, du navire noir perché à Saint-Jean-de-Luz, l'impératrice Eugénie ex voto, jusqu'à la Ciotat, le bec de l'Aigle, bec 253, masse atomique de l'Einsteinium. En reliant les deux et en continuant, on arrive à la Londe-les-Maures, donc à conserver pour l'avenir. À Cherbourg, il y a des sous-marins nucléaires, mais il n'y a pas que des sous-marins nucléaires. On trouve aussi la maquette du premier sous-marin fabriqué sur un plan de Fulton, américain, venu en France pour essayer de vendre son invention à Napoléon Ier. Ce sous-marin, Fulton l'avait appelé le Nautilus. Nautilus, ce nom sera repris et sera rendu célèbre par Jules Verne dans son roman 20 000 lieues sous les mers. Tellement célèbre que lorsque fut fabriqué le premier sous-marin nucléaire de l'histoire aux États-Unis, les Américains l'appelèrent le USS Nautilus. Ce sous-marin de M. Fulton, le Nautilus 1, fit ses essais dans la ville du Havre. Le visuel ne fait-il pas un petit peu penser à un sous-marin qui sort de l'eau en nous faisant apercevoir son kiosque avec son gros périscope au-dessus ? Quand Almar s'allie à la fibule de Préneste, il va donc être question de mer et de fibule d'aiguille. Les ténèbres resplendissent, d'un seul coup, dans le noir, une lueur resplendira. Le texte décrypté, la clé se cache sur un navire noir perché. Un navire noir perche, en fait. Le visuel, de l'eau, une main gauche qui tient une grosse clé orientée vers le nord-est du visuel. Les traits de pinceau circulaires peuvent faire penser au diaphragme d'un appareil photo, puisqu'en 1993, les appareils photo étaient encore argentiques, avec des diaphragmes à l'ancienne. Enfin, en haut du visuel, toujours ce visage esquissé, aux yeux fermés, comme si en fait il s'agissait d'un dormeur qui rêve à la solution de la 600. La mer s'allie à une aiguille. En France, l'aiguille de mer la plus célèbre est sans conteste celle qui sert de décor au roman de Maurice Leblanc, L'aiguille creuse, à savoir l'aiguille d'Étretat. Les ténèbres resplendissent, cela évoque la photo ou le cinéma et l'électricité. La main gauche du visuel est l'un des deux éléments centraux avec la clé. Main gauche peut vouloir signifier gaucher célèbre. Et parmi les gauchers les plus célèbres, le plus célèbre est sans doute Leonardo da Vinci, Léonard de Vinci. Et qui dit Léonard de Vinci dit le Clos Lucé à Amboise. En se documentant sur Amboise, on découvre une particularité qui rend cette ville célèbre. La pagode Chanteloup, qui est en fait le seul reste du splendide château du duc de Choiseul. Pagode Chanteloup en forme d'aiguille. Si l'on considère que le visuel évoque le diaphragme d'un appareil photo argentique, le titre lui-même, Resplendir la lumière, peut correspondre à la photographie, il faut donc s'interroger sur la relation de cette énigme avec Nicéphore Niepce, l'inventeur de la photographie. Niepce est né à Chalon-sur-Saône.
Pour inventer la photographie, il a fallu de l'iodure d'argent et soumettre les plaques aux vapeurs de mercure. Mercure, le vif-argent. Argent, vif-argent, les clés 47, éléments trouvés au début de l'énigme. Dans cette énigme 600, Mercure, c'est le puits de Dôme. C'est du puits de Dôme qu'il faut regarder vers Chalon-sur-Saône, voir ce qu'un axe puits de Dôme-Chalon peut donner. En regardant sur la carte avec une règle, on s'aperçoit que nous arrivons à Colmar. Colmar, la ville de Bartholdi. Bartholdi, le créateur de la liberté éclairant le monde. Les ténèbres resplendissent effectivement. Le cinéma, la théorie de la relativité, la statue de la liberté, l'atome, les sous-marins nucléaires, la bombe atomique, cela évoque pour quelqu'un de la génération de Max Valentin un film célèbre. Tiré du roman de Pierre Boulle, La planète des singes. Bien que tout le monde s'imagine que dans le livre de Pierre Boulle apparaît la statue de la liberté, c'est faux, elle n'y est pas. C'est simplement l'idée que s'en font tous ceux qui n'ont pas lu le livre. Bon, Max Valentin aime bien les erreurs. À la fin de l'étude du deuxième chemin de la 580, nous étions à Figeac. Le décryptage nous demande de trouver un navire noir, mais aussi de retourner au Perche. Le Perche, nous l'avons trouvé en 470, c'est la statue, la métamorphose de Neptune, à Mortagne au Perche. En regardant ce que peut donner un axe passant par Figeac vers Mortagne au Perche, nous passons par Amboise. Amboise, c'est la main gauche de Léonard de Vinci. Et nous arrivons au Havre, le Havre qui est le lieu des essais du Nautilus en 1801. Reste à trouver le navire noir et la clé. Au Havre, point de départ des lignes transatlantiques vers New York de la CGT, Compagnie Générale Transatlantique, le plus célèbre des navires noirs, c'est évidemment le France. Mais quelle peut être la clé recherchée sur ce paquebot France? Qu'est-ce qui pouvait avoir été lié à ce bateau dans le port du Havre, en hauteur, suffisamment remarquable et connu pour qu'on puisse le trouver assez facilement par déduction en 1993. C'est en alliant le paquebot France et Bartholdi que la clé apparaît. Effectivement, le moment où le navire noir France a eu quelque chose de perché au-dessus de lui, c'est une statue de la liberté dans le film de Gérard Houry, Le Cerveau. La Compagnie Générale Transatlantique eut dans son histoire 3 paquebots baptisés France pour faire la ligne Le Havre-New York. Ces 3 bateaux, commandés par la même compagnie, furent fabriqués dans le même chantier naval, le chantier naval de Saint-Nazaire. Le décryptage du titre nous a mené à l'aiguille d'Étretat. L'aiguille d'Étretat qui nous fait penser à l'aiguille creuse, le roman de Maurice Leblanc. Dans ce roman d'Arsène Lupin, le héros possède la Joconde, le vrai tableau de la Joconde. Et à la fin, il s'enfuit en sous-marin. Dans une énigme comme la 600, où les sous-marins et Amboise ont une certaine importance. Dans ce roman, Maurice Leblanc invente un château de l'Aiguille, à Crozant. À Crozant, il existe un château, mais ce n'est pas le château de l'Aiguille. Ce château de l'Aiguille, situé à Crozant, si nous le mettons en relation avec la chapelle d'Aiguille, près du Puy-en-Velay, on repère sur cette ligne plusieurs éléments éventuellement intéressants. Grignan, le mont Ventoux, le mont Gerbier de Jonc et pourquoi pas Saint-Tropez. Le visage esquissé au sommet du visuel, flou qui faisait penser à un dormeur, allié aux couleurs bleu nuit du visuel et à cette clé énorme, m'ont tout de suite fait penser à La Clé des Songes. La Clé des Songes est un livre d'Artémidore de Daldis, ou Artémidore d'Éphèse. Cet ouvrage, qui date du IIe siècle après Jésus-Christ, a traversé le temps.
Pour illustrer la clé des songes, on cite souvent ce passage d'Artémidore d'Éphèse. Ne crois pas d'ailleurs que le songe du capitaine de navire soit pareil à celui-là. Comme il demandait s'il parviendrait à Rome, quelqu'un lui répondit non. Il y parvint au bout de 470 jours, car il n'y avait aucune différence entre dire le chiffre même et dire le nom de la lettre qui exprime le nombre. En fait, en grec, non se dit ou, O-U, et en grec, O plus U s'écrit 70 plus 400, 470. Un clin d'œil surprenant dans cette chasse au trésor. La clé encore. Cette clé nous indique clairement le haut du visuel sur la droite, une direction nord-nord-est. En regardant du noir Clermont-Ferrand, dans cette direction, nous devrions pouvoir trouver une lumière de façon à faire resplendir les ténèbres. En suivant cet axe, on arrive effectivement à la ville de Chaumont. Et cette ville de Chaumont est la ville de France dans laquelle nous trouvons la statue de Philippe le Bon. Philippe le Bon est l'inventeur du gaz d'éclairage qui fit resplendir les ténèbres dans les villes de France. De fait, en inventant le gaz d'éclairage, il a également inventé la profession d'allumeur de réverbère. L'allumeur de réverbère dans Le Petit Prince. Si l'on relie l'aiguille Creuse au château de l'Aiguille, on passe par la ville de l'Aigle qui a la particularité en 1993 d'être la seule fabrique française d'aiguilles à coudre. Si on relie l'aiguille du Puy-en-Velay à l'aiguille d'Amboise, on arrive au Mans où se trouve l'abbaye de la Couture. L'axe Puy-de-Dôme-Crozant nous révèle le blanc. Il nous faut tenter de décrypter le livre codé savamment. Max a tout organisé, la chasse et ses dangers, le grand frisson de la course au trésor. Chercheurs marchant vers la lumière, vers le repos.